Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, il est très intéressant parce qu'il vient rapprocher deux mondes, celui de la moto et celui du vélo. Ça va me servir d'analogie pour pouvoir vous expliquer le fonctionnement des fourches classiques et des fourches inversées. Un gros point d'interrogation à ce niveau-là dans le monde du VTT, puisqu'on n'en voit pas tous les jours des fourches inversées. C'est pas parce que je porte un bob qu'il faut pas me prendre au sérieux sur le sujet. Ça me permet d'avoir un retour sur ma voix un peu meilleur avec les flanges là qui sont là-dedans, je déconne, c'est pas vrai. Pour ça je suis coiffé, c'est rapide, c'est efficace. Allez, on y va. Vous allez voir, c'est très simple. La fourche classique, c'est celle qu'on connaît tous, qu'on voit sur les vélos. C'est-à-dire que la partie la plus imposante est en bas. C'est ce qu'on appelle les fourreaux. Et au-dessus, on a donc les plongeurs. Et donc, c'est les fourreaux qui englobent les plongeurs. Et cette partie donc plus imposante est en bas. Et sur une fourche inversée, bah, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, en bas, on retrouve les plongeurs qui vont rentrer dans les fourreaux qui sont en haut maintenus par le T. Voilà. Aujourd'hui, si vous regardez les motos milieu haut de gamme sur route, c'est des fourches inversées qu'ils utilisent. La motocross, pareil, dès qu'il y a une cylindrée au-dessus de 125, généralement on est sur des fourches inversées. Donc pourquoi est-ce qu'on a des fourches inversées sur quasiment toutes les motos en termes de les motos performantes, hein, et quand on compare avec un VTT aujourd'hui, on n'a pas nécessairement une fourche inversée. Il faut être prudent sur la comparaison entre la moto et le VTT. Une moto, ça pèse minimum 100 kg et un vélo, ça pèse minimum 10 kg. La moto est propulsée par un moteur, donc une énergie assez importante. Elle prend des vitesses plus importantes, elle parcourt des distances plus importantes. La moto subit des efforts beaucoup plus importants. Quand vous regardez un freinage appuyé en MotoGP, tout se passe sur le pneu. Ensuite, la roue qui est transmise ensuite à la fourche et la fourche est rattachée au cadre. Et au cadre, c'est là que tous les efforts de freinage de la roue avant va rapporter à l'ensemble de la moto à partir du cadre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la liaison entre la fourche et le cadre de la moto, c'est là que tout se passe et que toutes les contraintes pour arrêter la masse de la moto en mouvement eh bien, se présentent. On a énormément de contraintes, donc on a besoin d'avoir un châssis et une fourche qui soient rigides, stables, très solides. Où je veux en venir, on n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas des freinages aussi nécessitant autant de renforcement sur la structure. Ça s'arrête là. Voilà, salut. Maintenant, on va rentrer directement dans le fonctionnement des fourches inversées et classiques sur le VTT et quelles sont leurs différences principalement et quels sont leurs points communs et les avantages de l'une ou l'autre. Donc parlons de masse, comme ça c'est assez simple pour entamer le sujet. Au niveau des poids des deux fourches, eh bien sur une fourche en 27,5 donc classique, j'ai pris la RockShox Lyric Ultimate qui est une fourche assez standard avec des plongeurs de 35 mm et son équivalent chez Intend qui est une marque de fourche inversée avec un T supérieur simple aussi et des plongeurs en 35 mm pour être assez équitable en termes de comparaison. La RockShox version donc classique qui est à 2130 grammes et la fourche inversée de chez Intend est à 2019 grammes. Et après quand on passe en 29,5, c'est quoi ça? Quand on passe en 29 pouces, pour la fourche classique on est à 2510 grammes et la fourche inversée on est à 2580. Donc on vient rajouter, c'est un peu plus lourd en fourche inversée quand on est en 29 pouces. Si on regarde les tarifs cette fois-ci, une RockShox donc Lyric Ultimate, ça se trouve aux alentours de 800, 900 euros. Voilà, c'est assez abordable parce que c'est une fourche qui est très répandue. Et la Intend, on est tout de suite au-dessus de 1400, 1500 euros. Donc quasiment en fait 2 fois plus en termes de tarifs. Par rapport au design, la fourche classique, c'est un design qui est simple, qui fonctionne. C'est un design qui a été prouvé, qui a été fiabilisé dans le temps. Tandis que sur les fourches inversées, ça reste quand même des fourches qui sont un peu exotiques. C'est pas très répandu en vélo, donc forcément c'est toujours des petites productions et donc on est sur des designs qui sont peut-être parfois un peu complexes, un peu exotiques. Donc des fiabilités qui sont pas aussi éprouvées que sur les fourches classiques. Les masses suspendues, je sais pas si ça vous parle, sur une moto, les masses suspendues c'est très important. C'est-à-dire que
ce qui est en dessous de la suspension, donc ça va être le pneu, la roue, le moyeu, le bras de fourche qui n'est pas suspendu et qui relie justement au système de suspension. Tout ça, c'est des masses qui sont non suspendues. On dit que c'est très important pour le comportement du véhicule. Vous voulez par exemple changer de direction d'une cuillère, c'est assez facile. Par contre, si vous prenez une haltère et vous voulez faire un aller-retour, tout de suite on sent, tout de suite on sent que c'est plus compliqué. Et bah c'est la même chose avec les masses non suspendues. Donc il faut imaginer que plus c'est léger, plus c'est sensible, plus c'est réactif. On dit que les fourches inversées ont moins de masse suspendue. Donc là c'est discutable parce que déjà sur une fourche classique, on a les fourreaux, donc la partie du bas, qui sont en magnésium. J'ai déjà porté un fourreau et honnêtement je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus lourd et en fait pas du tout. C'est extrêmement léger comme pièce et donc rien que ça déjà, sur une fourche classique, on est sur un design qui est pas si lourd que ça, sachant qu'en plus tout ce qui est partie hydraulique, parce qu'en fait dans une fourche, si vous voulez, il peut y avoir différents moyens d'amortir. Il y a la partie ressort, la partie amortissement, et généralement sur une fourche classique, en fait, elles sont fixées sur le haut, donc à l'intérieur de la fourche, donc c'est suspendu, ce qui signifie que finalement, en termes de masse non suspendue sur une fourche classique, on a le pneu, la roue, le moyeu, les rayons, le fourreau, les fourreaux, l'huile qui traîne dans les fourreaux, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grand chose, et voilà, c'est tout. Donc il y a juste ça. Et sur une fourche inversée, en fait, c'est à peu près pareil. On a le pneu, la roue avec le rayon, le moyeu, et les plongeurs qui sont donc reliés avec l'axe, l'étrier frein, comme sur une fourche classique. Et donc finalement, on est sur un design avec des peu de différence quand même sur les masses non suspendues. C'est de l'ordre de peut-être 10%, et 10%, honnêtement, ça se ressent pas vraiment. Et en plus, il suffira peut-être de trouver un pneu plus adapté, plus léger pour venir changer le comportement radicalement plutôt que de venir jouer sur le fait de mettre une fourche inversée ou pas. Voilà. Le gros défaut aujourd'hui des fourches inversées, et c'est pour ça qu'on ne voit pas souvent, c'est son problème de rigidité. Pourquoi? Parce que si on compare une fourche classique, qu'est-ce qui se passe une fourche classique? Les fourreaux du bas, si on enlevait l'arc, vous voyez, il y a un arc entre les deux sur la photo. Il y a un arc qui relie les deux fourreaux, donc les deux pieds. S'il n'y avait pas cet arc, il y aurait forcément beaucoup plus de torsion. Parce qu'en fait, il n'y aurait rien qui relie mécaniquement les deux fourreaux, donc il y aurait une petite flexibilité. Donc, le design classique permet d'avoir cet arc. Mais si vous regardez bien, sur une fourche inversée, en VTT, eh bien, on ne peut pas mettre d'arc qui vient relier les deux jambes. Ce qui fait que perd en rigidité. En rigidité, attention, pas n'importe laquelle, torsionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, si vous bloquez votre roue avant avec une fourche inversée qui est totalement sortie de son débattement, et que vous la bloquez et vous faites tourner le guidon, il va y avoir une flexion, il va y avoir une torsion dans la roue avant, alors que le guidon ne bouge pas, ou inversement, vous bougez le guidon et la roue ne bouge pas. Et ça, c'est le design des fourches inversées qui veut ça. Donc aujourd'hui, il y a Inten qui a testé différents designs pour venir réduire cette torsion en mettant par exemple un T supérieur d'un seul côté, donc asymétrique, ou en mettant carrément justement un double T pour venir essayer de renforcer cette flexibilité. Par contre, là où une fourche inversée est bien meilleure, c'est en termes de rigidité longitudinale, c'est-à-dire lorsqu'on va faire un freinage, lorsque la fourche va plonger, là en fait la fourche va être très performante parce que à l'intérieur, en fait, si vous voulez, les plongeurs, ils ne s'arrêtent pas que à quelques centimètres après être rentrés en fait dans les fourreaux. En fait, il y a ce qu'on appelle un overlap qui est beaucoup plus grand. Un overlap, c'est le chevauchement. C'est en gros la transition entre le plongeur et le fourreau au-dessus. Et bien cet overlap, comme on le voit sur le schéma, sur une fourche inversée, il est beaucoup plus important, ce qui procure donc plus de rigidité. Vous imaginez un peu comme une matraque par exemple télescopique ou un stick pour un selfie, c'est deux mondes différents mais c'est le même exemple. Si vous les sortez peu et que vous effectuez une flexion, vous allez voir que c'est assez rigide. Par contre, si vous venez les sortir entièrement, et bien là on va avoir une très grande flexibilité. Donc c'est la même chose qui se passe sur une fourche. Et donc la fourche inversée a un avantage là-dessus parce que justement elle a plus d'overlap que sur une fourche classique.
D'un point de vue lubrification, on a un petit avantage aussi pour la fourche inversée. Pourquoi? Parce que tout simplement, là où une fourche classique possède de l'huile dans les fourreaux qui sont en bas, avec les joints et les petites mousses qui sont au niveau du haut, eh bien il y a peu de contact, ou alors c'est très rare que l'huile puisse aller bien lubrifier correctement et en permanence les joints plus les petites mousses qui sont au niveau du haut. Alors que sur une fourche inversée, comme le design est inversé, encore une fois, eh bien en fait l'huile reste au fond plutôt et lubrifie en permanence les zones de friction. Le seul hic, et ça il y en a toujours, c'est que si jamais il y a une fuite brutale ou même progressive des joints par exemple, eh bien l'huile elle va couler le long du plongeur et elle risque d'en mettre sur l'étrier de frein, et alors là il n'y a plus de freinage quoi. Et donc sur ça je vais transitionner sur l'entretien. Tout simplement une fourche classique qu'on retrouve sur beaucoup de vélos, nécessairement il y a beaucoup de services de réparation de SAV, de pièces de rechange, ça peut être fait par un mécano du coin de chez vous, tandis qu'une fourche inversée, si c'est un peu exotique comme une Inten, il faut être prêt à soit faire les choses soi-même, soit l'envoyer directement au fabricant pour qu'il fasse la révision pour vous, parce que tout le monde ne peut pas le faire. Peut-être que les pièces ne seront plus disponibles, les pièces de rechange, les pièces d'usure ne seront plus disponibles au bout d'un certain temps. Donc il faut être aussi prêt à éventuellement payer plus, parce que ça reste un service un peu plus premium. Bon écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que à l'instant où je parle, c'est-à-dire on a ce problème de rigidité torsionnelle, je les ai pas testés personnellement, donc c'est vrai que c'est un peu difficile de me prononcer, mais je me suis bien renseigné sur le sujet. D'ailleurs, je me suis basé sur une petite étude que quelqu'un avait fait en comparaison aux deux fourches avec de la simulation numérique. Je vous mets le lien dans la description. Évidemment, il y a un manque dessus puisqu'ils trouvent des idées pour pallier à cette faiblesse en rigidité de torsion, d'où le fait qu'ils utilisent par exemple un système asymétrique ou carrément un double T pour une fourche enduro, pour pallier à ce manque de rigidité. Donc rien que le fait qu'ils veulent combler ce manque, ça indique qu'il y a un manque. Donc c'est vrai que c'est sensible, une fourche inversée un peu plus sensible sur le début du débattement. Bon bref, dans l'ensemble, une fourche inversée ça coûte plus cher, c'est plus rare. C'est de masse à peu près équivalente à une fourche classique. En revanche, voilà, vous vous trouvez avec une fourche qui est très originale, avec un style très différent. Et voilà, si vous avez les moyens de vous payer ça, plus le service qui va avec, allez-y, franchement faites-vous votre avis. J'espère que cette vidéo vous a été instructive, que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Sur ce, je vous dis bon ride à tous, ciao et à la prochaine.